Voilà, Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine Kiosque encore ce mercredi 22 décembre 2021. Mes vœux le meilleur à tous. Voilà. Nous avons deux invités dans ce plateau des kiosques. Il s'agit de Mike Gardidiana, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame. En forme? Ouais, Dieu fait grâce. Un début de semaine assez chargé, mais on est là, on tient. Merci. Alors vous êtes face à Célé Kanangila. Bonjour Célé. Bonjour Madame Gisèle. Très content de retrouver Gardi sur ce plateau après beaucoup de jours. En tout cas, me veut les meilleurs à tous les téléspectateurs de CCTV. Mes sincères félicitations au coordonnateur Kibuka pour ces cadres intimidants qu'il nous offre. Nous espérons... Oui, ça intimide un peu. Donc, nous espérons y passer des très bons moments d'échange dans l'intérêt public. Voilà, dans l'intérêt public. Alors, le sujet ou l'actualité à la une ce mercredi en République démocratique du Congo, c'est l'ouverture de la conférence de gouverneurs. Les gouverneurs de toutes les provinces de la RDC sont en conférence autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a également la conférence ou la plénière sur l'entérinement de membres de l'opposition à la commission électorale nationale indépendante qui devait se tenir aujourd'hui mercredi, qui a été reportée à vendredi. Et cette plénière devait être consacrée à l'audition du rapport de la commission paritaire et à l'entérinement, comme je le disais, des animateurs de la CENI. Un autre sujet à la une ce mercredi, c'est l'interdiction de la marche du comité laïque de coordination. La marche était prévue ce mercredi. Jean-Tini Ngobi, la gouverneure de la ville de Kinshasa, a interdit. Il justifie cette décision par le fait que l'Assemblée nationale a déjà vidé, d'après lui, la question du registre des appareils mobiles RAM. Nous allons en parler tout au long de ce magazine Kiosque. Bien sûr que nous allons aussi évoquer la question de la présence ou pas des policiers rwandais à l'Est. Nous allons également parler le séjour de Moïse Katumbi dans la Chopo avec son discours, tout ce qu'il a dit devant la population de la Chopo. C'est parti pour Kiosque. Je commence avec Célé, la conférence de gouverneurs qui s'ouvre ce matin. Quelle lecture vous faites de cette conférence? Merci beaucoup Madame Gisèle. C'est vrai que dans le menu que vous avez présenté tout à l'heure, les sujets repris. Mais permettez-moi quand même de prendre juste un aspect de la question relative au show de M. Katumbi à Kisangani. C'est un sujet, c'est aligné. D'accord, parce que je suis quand même très malade quand j'ai vu les calvaires imposés aux journalistes de Kisangani, comme c'est prévu. On va y revenir. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui prétend devenir président traite les journalistes de cette façon-là. Il les fait travailler, il ne paye pas, son discours incohérent. Mais la tournée n'est pas encore finie. Je pense qu'on viendra, on va en parler. Mais pour revenir à la conférence des gouverneurs, oui, je confirme comme vous que les assises se sont ouvertes ce matin au Palais de la Nation, mais pour comprendre l'importance de cette initiative, je pense qu'il faut vous référer au thème. Le thème qui parle de la stabilité dans la gouvernance. Je pense que ce thème est interpellateur, à mon sens, dans la mesure où on a tous vu comment la plupart de nos provinces ont fonctionné ces trois dernières années. Vous allez d'abord partir avec moi d'un constat tel que dans quelques provinces où il n'y a pas eu désordre, je vais appeler ça comme ça, désordre entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, les choses se sont plus ou moins bien passées. J'ai fait ici allusion à la province du Haut-Katanga où il y a quand même une certaine stabilité, une certaine complicité entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Preuve, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Je parle ici de la construction des routes, je parle ici de la construction d'autres infrastructures et même de la vie qui est un peu, je vais dire, calme. Pourquoi? Parce que il y a entente entre l'exécutif et les législatifs, qui est l'Assemblée provinciale. C'est pratiquement la même chose au là-bas, même si un peu plus tard, il y a eu ce problème Assemblée provinciale Miège. Quand vous regardez bien, vous verrez que tout le temps que ça a pris, ça a quand même
portait pratiquement un frein au développement de la province. Mais quand vous allez dans d'autres provinces, le Kassai oriental, le Kassai central, les Sud Kivu récemment, vous verrez que les Sankourou, vous verrez que là où il n'y a pas franche collaboration entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif, il y a des problèmes et c'est la population qui en pâtit. Maintenant, il faut creuser. C'est quoi la tête des proue de tout ce problème, de toutes ces motions? Aujourd'hui, il s'agit, quelqu'un me faisait d'ailleurs rire, c'est un gouverneur déchu qui me dit, mais écoutez, il suffit que les députés apprennent que l'Assemblée, que le gouvernorat a eu une dotation, demain tu as eu une motion. Et l'idée dans cette motion, c'est pas parce que les gens réclament développement ou au changement de vie de la population, les gens voudraient que tu partages avec eux l'argent qui t'avait été envoyé pour le développement de la province. Alors maintenant, si tu acceptes de collaborer avec eux dans ce sens-là, tu vas certainement rester là pendant longtemps, mais entre-temps, tu n'auras pas un bilan à défendre et tu auras des problèmes avec la population. C'est comme ça que la plupart des gouverneurs ont même accepté d'être destitués que de cautionner cette bêtise-là. Et donc, je pense que c'est un interpellateur, mais je pense qu'il s'agit là aussi d'un cadre pour réfléchir s'il n'y a pas moyen de revoir un peu la manière de placer les gouverneurs et même comment on peut organiser certaines choses. Et je pense que les assises, elles sont très importantes. Comme c'est le chef de l'État qui le préside, le chef de l'État qui porte ce combat pour le véritable développement. Je note ici avec vous, Madame Gisèle, que si nos provinces sont stables, en tout cas, le développement est possible, mais si elles sont instables avec ces motions alimentaires, franchement, il n'y a pas moyen d'espérer quelque chose. Et donc, ces assises sont, à mon humble avis, très importantes. Alors, Mike Gardi, Diana, quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence de gouverneurs? Bon, merci pour la question. Je crois que je veux également rappeler une phrase qu'un gouverneur de Kinshasa d'ailleurs a dit une dernière fois. Il dit, si tu veux vivre en paix en tant que gouverneur, au lieu d'entretenir le peuple, il faut entretenir les députés provinciaux. Ah bon? Il n'avait peut-être pas tort, parce que c'est malheureusement la réalité. Moi, ce que j'attends, c'est que ça serait une grossière erreur si cette conférence de gouverneurs s'établisse comme étant une rencontre politique. Vous savez pourquoi? Ça serait prendre les choses à moitié. Les différends qu'on constate entre le gouverneur et les assemblées provinciales, généralement, je crois que ce sont des problèmes d'ordre technique. Pourquoi? Quand on a voulu l'idée d'un État unitaire fortement décentralisé, le problème c'était de rapprocher justement la gouvernance auprès de la base. Cette gouvernance ne pouvait pas se faire qu'en rapprochant le pouvoir exécutif, mais également rapprocher le pouvoir législatif pour finalement favoriser le contrôle. Mais malheureusement, c'est que on a pris les tares de la vie politique, on l'a mis sur les institutions, et malheureusement, les institutions provinciales vivent cette situation-là de manière exponentielle. Je donne un exemple. La plupart des fois, vous verrez le gouverneur être opposé, au-delà de la question des dotations que Célé vient d'évoquer. Souvent, c'est même quand il s'agit des questions d'ordre personnel. Vous vous rendez compte qu'un député qui a un problème avec le gouverneur, qui confond la vie privée, qui confond la personne du gouverneur et autres, on peut emballer toute une institution et finalement on en fait une affaire d'État. Une motion. Une motion. On peut avoir ici un simple problème d'incompréhension sur la question d'ordre technique. Et si vous voulez vous en rendre compte, posez-vous la question. Combien de fois on a communiqué, on a mis à la place publique effectivement les édits budgétaires? Quelles sont les orientations? Sur base de quoi on établisse les différents programmes des gouvernorats provinciaux? Vous vous rendez compte finalement, l'opinion publique n'est pas un agrégat des décisions pour ces gens-là. Finalement, ces gens se reposent beaucoup plus sur les exigences. C'est-à-dire les députés provinciaux ont presque pris de manière unilatérale le rôle de la société, de l'opinion publique, et finalement, des décisions ou encore des orientations qui ne reflètent en rien la vie de la population des provinces. Je vous le dis sincèrement. Regardez les orientations de budget. Si vous voulez, je vous donne un exemple à Kinshasa. Regardez, lisez, je me demande d'ailleurs, Ngobila a été élu sur base de quel programme. Regardez ce qu'il fait. Regardez les orientations. Regardez les programmes, son plan budgétaire qui a été récemment, encore une fois de plus, voté. Vous vous rendrez compte, évidemment, qu'il n'y a aucun élément, il n'y a qu'un projet intégrateur, il n'y a aucune dimension de développement. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on vit un peu comme à la quinoa, je crois. On vit par survie. C'est-à-dire, quand je gagne 200, c'est pour acheter les ndunda, les 200 qui va rester, ça servirait au transport après. Finalement, on n'a aucune vision, on n'a aucune orientation. Or,
Le grand problème ici, c'est que beaucoup de gens vont dans la thèse et dire est-ce qu'il faudrait conserver encore les assemblées provinciales? Moi je dis, c'est vrai, c'est un débat intellectuel, mais en réalité, que deviendraient les provinces sans les assemblées provinciales? Que deviendrait le pouvoir exécutif au niveau provincial sans le pouvoir législatif? Vous vous rendez compte qu'à mon humble avis, si on veut aller sur ces terrains-là, il y a un grand travail à faire. Parce qu'il faut changer d'orientation sur le contrôle de l'action gouvernementale au niveau de province, parce que, j'ai l'habitude de le dire, le Congo a un problème d'homme. C'est-à-dire, quand l'homme congolais est dans un pouvoir totalitaire, il est capable du pire. La meilleure des choses à faire, c'est aujourd'hui de pouvoir trouver des solutions d'ordre technique. Je pense, à mon humble avis, que s'ils sont là-bas, j'aurais aimé qu'on élargisse cette conférence également à quelques têtes, je ne sais pas moi, les experts parlementaires, qu'on finisse par déceler le vrai problème qu'il y a dans le tandem entre les deux, parce que c'est ça le plus grand blocage dans le développement de province, finalement de manière technique, qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des mécanismes, qu'on trouve même s'il y a possibilité de voir des recours pour éviter que l'autre prenne de l'ascendance et croit que le peu de pouvoir que lui confère la Constitution, il peut en utiliser comme il veut, en torpillant les autres sans tenir compte de la finalité de chaque action publique. Alors je reviens encore sur ma question, parce Oui. que le chef de l'État l'avait aussi fustigé lors de son discours, son traditionnel discours sur l'état de la nation. Il avait fustigé l'instabilité dans les assemblées provinciales. C'est lui qui préside cette conférence. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Du chef de l'État, c'est comme je dis, il doit éviter, c'est-à-dire vraiment qu'il mette de côté le regard politique sur cette question-là. Parce que même dans le contexte politique actuel, il se rendra compte qu'on ne va pas résoudre le problème. Tant que le problème des maires superficiels, il est difficile, c'est-à-dire on entre dans les subjectivités des gens, il est difficile de pouvoir le régler. On peut évoquer de manière superficielle autant de raisons. Des problèmes d'argent qui prend en grande partie les motions alimentaires, des problèmes des partages, c'est-à-dire il va demander de l'argent au gouverneur et qu'on lui dit on n'a pas, il vient après il crée des problèmes, le gouverneur vice-versa, qui veut tout bouffer en fluant même les députés provinciaux, parfois touchant même les revenus qui leur sont dus. En réalité, je crois qu'il faut aller dans une dimension technique. Trouver un mécanisme, trouver un moyen de rendre autonome chaque institution, mais que les deux institutions travaillent en parfaite harmonie, mais replacer en tout cas au centre, entre les deux institutions, l'intérêt général de province. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire, si vous voulez, on peut aller dans l'approche économique, par exemple. Je crois que c'est ça d'ici. Il faudra trouver un mécanisme. Comment rendre équitable? C'est-à-dire, l'État doit, c'est vrai, faire fonctionner au plus vite possible la question de la caisse de péréquation, parce que le gouverneur se repose là-dessus. Ils disent, en termes de rétrocession, on n'a pas assez pour pouvoir s'engager dans les politiques de développement. Mais le plus important maintenant, c'est de trouver un mécanisme pour qu'en matière de gestion, qu'aucune institution n'empiète sur l'autre et que personne n'ait l'ascendant sur l'autre. Parce que tant que, comme on dit souvent, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Tant que les députés provinciaux vont dépendre de l'autre, c'est source de conflit. Que le pouvoir central trouve un mécanisme pour éviter que les deux institutions se chevauchent à tout moment et que finalement leur mettent devant le fait accompli, qui est, en mon humble avis, uniquement... Mais est-ce que cette conférence a encore sa raison d'être? Parce que ce n'est pas la première. Hein. Chaque année, il y a des conférences qui tiennent à travers les provinces, mais les résolutions... Oui, mais en réalité, j'ai l'habitude de le dire aux gens, que le dialogue est un mécanisme de gestion, surtout pour un État comme la République démocratique du Congo. Ça fait partie des réunions. C'est comme dire... On va gérer un pays sans conseil de ministres. Ça n'existe pas. Parce que ça ne produit pas. Non. On organise des conférences ça serait maladroit de dire que ça serait maladroit de dire que ça ne produit pas. C'est vrai que les résultats... C'est-à-dire que les recommandations ne sont pas mises en application. Ça veut dire que le Congo a toujours eu un problème dans les recommandations. Ça, c'est une certitude. Mais le problème, c'est que le problème n'est pas dans la forme. Le problème, c'est dans les orientations qu'on donne. Je crois que généralement, on a tendance à prendre cette conférence de gouverneurs comme étant un instrument protocolaire, un cadre où on essaye de disperser les malentendus autour du chef qui dit, écoute, au niveau du Sankourou, est-ce qu'on peut régler ces problèmes? On règle de manière d'ordre politique. Or, techniquement, c'est le meilleur moyen, à mon humble avis, pour pouvoir régler ces problèmes. Le problème n'est pas la conférence en soi, mais le problème, c'est la technicité qu'on y met intérieure pour régler le problème, non pas de manière superficielle, mais le régler de manière profonde et de manière définitive. Ça, c'est la meilleure des choses à faire. C'est des Kananingui, d'ailleurs, aussi des élections de gouverneurs. Hein. Non, mais Gisèle, vous savez, je suis d'accord avec Gardi, mais je vais dire, il me trouble un peu quand il parle de la dépendance, disant que tant que les députés provinciaux dépendront du gouverneur, il y aura toujours des problèmes. Aucune de nos lois
n'est fait des députés provinciaux les dépendants du gouverneur. La loi établit les conditions dans lesquelles chacune de ces deux parties sera rémunérée. Et donc, je ne vois pas là comment les députés peuvent devenir les dépendants du gouverneur. Le problème ici... Par quel mécanisme obtiennent leurs émoluments? S'il vous plaît. C'est là où il y a le problème. Laissez-moi y aller. Le problème ici, il est ailleurs. Chacune de ces deux parties est payée par l'État. Ça, c'est un fait. Et de ces faits, chacune de ces deux parties doit faire correctement son travail dans l'indépendance la plus totale. C'est là que je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours opposés. Ils sont opposés ici parce que les uns sont certainement à la quête des intérêts privés. Je me rappelle, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, juste après l'entrée en fonction du président Tshisekedi, il y a eu d'autres assises de ce genre, je crois, Fleuve Congo Hotel, où les instructions claires ont été données au gouverneur dans le cadre de la vision qu'avait le président de la République pour le développement des provinces. Je pense qu'avant même qu'on en arrive à d'autres instructions, le président Tshisekedi doit quand même évaluer avec ses représentants en province l'exécution ou la mise en application des premières instructions qui ont été données. Parce que si on se retrouve là-bas, des révérences, ainsi de suite, et puis on se sépare, je pense qu'on n'aura pas résolu le problème. Le président Tshisekedi a donné des instructions. Il sait combien d'instructions avait-il donné à l'époque. Est-ce qu'il peut y aller instruction par instruction, les mettre sur la table et les évaluer? Alors, mais je pense que si lui, il peut s'en tenir à cet exercice-là, c'est bien bon. Mais nous, en tant que journalistes, en tant qu'observateurs, aujourd'hui, lorsque vous jetez un coup d'œil dans le Haut-Katanga, vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Quand vous jetez un coup d'œil au Lualaba, quelque chose s'est passé. Par contre, quand vous jetez... Ils servent bien, comme disent certaines personnes. Non, en fait, je ne veux pas... Non. Les gouverneurs ne servent pas le chef. Les gouverneurs sont, je vais dire, chargés, n'est-ce pas, de faire appliquer le projet de société du président dans leur... Parce qu'ils le représentent effectivement. C'est vrai qu'ils sont élus sur base d'un programme, mais ils représentent le chef d'État. Donc un gouverneur ne peut pas avoir une vision différente de celle du président de la République. Ça, c'est un fait. Maintenant, moi, je ne vais pas aller dans des considérations partisanes ou personnelles, mais je sais qu'en tant qu'observateur, aujourd'hui, il y a des provinces qui, lorsque vous jetez un coup d'œil, vous trouvez que quelque chose s'est fait. Par contre, quand vous allez au Sankourou, c'est des crises en crise. Quand vous allez au Kassai oriental, c'est des crises en crise. Au Kassai central, récemment, vous réaliserez que sur 26 provinces, il y a à peine 2 ou 3 qui ont essayé plus ou moins de fonctionner normalement. Alors, qu'est-ce qui manque? Les uns accusent les autres. Gardien a évoqué un autre point que je trouve important. Un gouverneur est voté sur base d'un programme qui est voté, n'est-ce pas, par l'Assemblée provinciale. Maintenant, quand vous suivez tous ces députés qui reprochent des choses au gouverneur, si vous lui posez même la question sur le programme du gouverneur, il l'a même pas lu. Il l'a même pas lu. Il n'en connaît même pas les contenus. Bref, c'est parce que j'avais demandé un costume au gouverneur qui ne me l'a pas acheté, et donc j'ai fait de ça, comme Gardi l'a dit, une affaire d'État. Je vais aller par motion de... Alors comment mettre fin à tout cela? Pour mettre fin à cela, je pense... Pour qu'on passe à un autre sujet. Pour mettre fin à ça, je pense qu'il faut que chacun fasse son travail en regardant l'intérêt général. Je suis élu député provincial pour contrôler le gouvernement, mais aussi doter la province des édits pouvant aider à son bon fonctionnement. Je suis élu gouverneur parce que je dois répondre aux attentes de la province. Donc je pense que si chacun commence par respecter ses prérogatives en privilégiant l'intérêt général, les choses peuvent marcher. Mais tant que les uns et les autres sont chacun en train de chercher ses intérêts à lui, excuse-moi, il n'y aura pas de développement. Et donc, même le démembrement qui a été, je ne sais pas, initié dans le sens de rapprocher les sommets de la base, n'aura pas produit les fruits escomptés. Alors, la CENI, 3 postes vacants pour que le bureau affiche complet. La plénière sur l'entérinement des membres de l'opposition à la centrale électorale et l'audition du rapport de la commission paritaire a été reportée. C'était prévu aujourd'hui. Ce report, c'est quoi? Il n'y a pas entendre, surtout que l'opposition, les FCC, il y a 2 groupes, hein, les groupes de Constant Moutamba et des Didi Manara. Merci pour la question, mais permets-moi de revenir un tout petit peu, faire une digression. Parce que dans le diagnostic que Sélé Kanyangila a fait, de manière claire, c'est quoi le problème? Quand il cite les provinces où il y a accalmie, vous vous rendez compte que ce sont des provinces financièrement un peu stables.
Vous savez pourquoi? Parce que chaque gouverneur a la possibilité de mettre les députés dans le contexte financier très à l'aise et le mettre à leur solde. Là, ils sont calmes. Maintenant, le problème, c'est que quand on est dans une province où il y a déjà des problèmes de financement, les rétrocessions arrivent difficilement, et qu'un député qui est en train de galérer, en tant que le gouverneur a touché une dotation de, je ne sais pas moi, 2, 3, 4, 5 millions, il est agité. Tout le monde a la tête là-bas. Et quand le partage n'est pas équitable, croyez-moi, vous aurez une motion. Ça, c'est sûr. On doit mettre fin à c'est ça ce problème. C'est justement cette dépendance-là. Ça veut dire que quand on est dans des provinces où, financièrement, on est plus stable, on a la possibilité de nourrir ces députés-là, et finalement, on les a à notre solde. Vous vous rendez compte? Comme les Fifi Masuka, les Kiamoula. Fifi Masuka, Jacques Kiamoula, Ngobila jusqu'à aujourd'hui à Kinshasa. Vous verrez, même à Toumatouba, notre niveau central, qui, malgré, il a même tenu un bras de fer avec des gens qu'on estime, on ne pensait même pas qu'il pouvait tenir dans ces combats-là. Mais finalement, il s'en est sorti indemne. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que les députés sont entretenus. C'est-à-dire ils sont un peu, quand le gouverneur a un peu plus d'argent dans ses poches, il les met sur leur sol. C'est cette dépendance-là qu'on ne veut pas. C'est ça le plus grand problème. Maintenant, dis-moi, dans le Kwango, où jusque-là, il n'y a rien, dites-moi, le gouverneur qui, avec le peu, il essaie de se battre, d'abord, il n'y a pas de capital productif pour aller dans le projet de développement, dites-moi, comment il va faire pour mettre ces députés-là dans le contexte? Là, il aura 10 motions. Vous comprenez. Voilà. Donc maintenant, sur la question du report, je crois à mon humble avis que, moi je me dis une chose, c'est que il y a un point positif que je suis en train de me rendre compte dans le chef de Mbosso. Vous savez, c'est quoi? Les soucis de ne pas vouloir aller vite en besogne. À chaque fois qu'il y a de remous, il y a cette intention de pouvoir au moins écouter. C'est-à-dire, c'est pas comme quelqu'un qui fonctionne en poste télécommandé, qui s'est rendu compte qu'on a en face de nous deux blocs. Un peu comme il a fait avec la CENI. C'est-à-dire, non, trouver les confessions religieuses plutôt. Aller trouver un consensus jusqu'à ce qu'on se rende compte que vraiment le blocage est devenu presque endémique, on ne peut rien faire, là on peut passer à autre chose. Et il s'est rendu compte qu'il y a deux camps. Mais le problème dans le deux camps, c'est que, c'est vrai, on veut écouter, mais on ne pourra jamais régler ces problèmes en interne. C'est un conflit transgénérationnel. Non seulement un conflit transgénérationnel, derrière, il y a une stratégie politique. Je le dis, les politiques s'inspirent toujours de l'autruche. La fausse diversion ou encore la fausse crise en interne est une stratégie pour pouvoir briguer. Regardez, le FCC ne se permettra jamais, pour une première, pour un test grandeur nature, en tant que parti de l'opposition, en tant que regroupement de l'opposition, de rater ces élections. Sinon, ça serait une chaise vide et connaissant le contexte sociologique, ça portera un sérieux coup au FCC. Le FCC ne peut pas se permettre de passer outre le processus électoral. Or, dans le processus électoral, conscient de la force qu'elle peut avoir ici sur le plan institutionnel en tant qu'opposition, on ne peut pas se permettre d'aller aux élections face à des adversaires sans avoir des éléments en interne. Mais comme on s'était... J'y arrive. On s'était engagé dans une dynamique pour parler de la dépolitisation de la CENI avec la Mouka et autres. Parce qu'on devrait assumer notre rôle d'opposant. Mais en fin de compte, on se rend compte que c'est un terrain perdant pour nous. Décider cette fois d'aller accepter le poste. Décider cette fois, ça serait se contredire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On crée une fausse crise. Une branche qui fera semblant de ne pas être en accord, mais qui sera à la CENI. Et le comble, est-ce qu'on a choisi le mauvais acteur? Didi Manara, c'est comme Chadari. Dire que Didi Manara va aller à l'encontre des décisions du parti, c'est presque pas imaginable. Mais vous savez maintenant le problème c'est pourquoi? Parce que aussi, s'il y a quelqu'un qui peut être fidèle à la CENI, quelqu'un qui va obéir, quelqu'un qui va rester dans l'esprit du parti, c'est bien lui. Donc en quelque sorte, c'est une stratégie pour entrer à la CENI tout en maintenant les arguments, les éléments de langage dans la société et continuer à faire la politique. Ça n'a rien à voir avec... c'est vrai, le camp... Et pourquoi, vous savez pourquoi Didi Manara s'est vite levé? Quand on s'est rendu compte qu'il y avait un camp qui donnait une tendance contraire. C'est-à-dire, il est... On risque de le perdre, il faut le prendre. Mais comment le prendre sans se heurter à l'opinion publique? Il faut aller dans une autre stratégie. Ça ne sera pas comme Kalamba avec l'UDPS où vous êtes éclairé. C'est un peu comme Kalamba. Vous êtes éclairé. C'est les Kanangi là. Non mais je pense que Gardi a bien expliqué les choses. Vous savez, nous sommes dans une situation où on joue à la fois au chaud et au froid.
C'est-à-dire, on y va d'une pierre deux coups parce qu'on ne peut pas se contredire ce qu'on avait déjà développé un certain discours dans l'opinion, mais sur ce chemin-là, on réalise que ça ne va pas marcher. Maintenant, il faut s'élever, contourner la question et y aller autrement. Et donc, c'est comme ça que l'information telle que le FCC devrait envoyer ses représentants à la CENI. Moi, je l'ai il y a plusieurs mois maintenant. Et même les noms de gens, il y a plusieurs mois, je vous dis. Et donc, pour moi, c'est un fonctionnement normal. Ils ont de postes à la CENI garantis par la loi. Maintenant, ils doivent les occuper parce que, comme nous on l'a dit, l'organisation des élections en 2023 est plus qu'impérieuse. Maintenant, il faut que chacune des parties joue sa partition de manière à ce qu'on puisse avoir ces élections. Maintenant, ce qui se passe entre Mutamba et Manara, excusez-moi, c'est comme Gardi l'a dit, je ne vois pas Shadary préférer Mutamba et mettre Manara de côté quand même. C'est les jours et la nuit. Pour les candidats ou les représentants qui sera validé, c'est celui de Didi Manara. En tout cas, c'est Didi Manara, c'est l'équipe de Didi Manara qui sera certainement validée. Enfin, je parle de Didi Manara comme chef de file de l'aile de l'autre côté du FCC. Et donc maintenant, vous avez vu, Manara a commencé à négocier depuis longtemps. Il a entrepris sa démarche depuis longtemps. Même quand Mutamba vous a dit, effectivement, que les caciques tenaient à imposer les gens à la CENI, ils avaient l'information. Ils avaient vraiment l'information. Les négociations ont commencé depuis longtemps, les tractations ont commencé depuis longtemps. Il y a même certains caciques, comme on a l'habitude de les appeler aujourd'hui, du FCC, qui ont donné leur bénédiction à Didi Manara. C'est comme ça que les Mutamba, qui s'appellent progressistes, qui n'apprécient pas la gestion actuelle du FCC, se sont levés parce qu'ayant certainement ces informations-là. Et donc aujourd'hui, ce que Mbosso fait, c'est normal. Ils ont deux listes. Certainement, maintenant, il faut que accorder un peu de temps aux deux camps pour voir s'ils peuvent exhiber le même pas de danse face à la question, ce qui sera impossible de mon point de vue. Bon, mais l'essentiel, comme je vous ai dit, ici, c'est que la population attend qu'on aille à ces élections afin qu'elle puisse donner au président Tshisekedi son deuxième mandat constitutionnel. Maintenant, il y a d'autres personnes comme les amis de la MOCA qui viendront certainement. Un peu la MOCA est ferme dans sa décision. Non, ils ne sont pas fermes. La MOCA n'est pas ferme. La MOCA, il n'est pas à sa première aventure dans ce sens-là. Rappelez-vous de cette belle chanson, de cette belle mélodie que nous avons tous entendue lors des élections de 2018, non à la machine à voter, mais vous avez vu certains, le leader de la MOCA, aujourd'hui, se faire passer pour le président de la République. Ils attendent la dernière minute. Donc, je suis certainement sûr que c'est comme ça qu'ils nous ont habitués. Ils vont certainement aller à ce processus. Ce que j'avais dit sur notre plateau, c'est que les gens, lorsqu'ils regardent le travail qui a été abattu par le président Tshisekedi, parce que j'ai toujours dit que lorsque vous voulez dresser le bilan de quelqu'un, il faut toujours partir de ce qu'il trouve. Quand il vient dans ce pays, il trouve une société Transco créée en 2013 avec 500 bus qui n'avait plus que 60 bus. Au bout de 2 ans, il dote Transco de plus de 400 bus. Quand il vient dans ce pays, il trouve la SNCC manquant même le matériel. Au bout de quelques années, il dote la SNCC de matériel. Quand il vient dans ce pays, il trouve que toutes les institutions sérieuses ne pouvaient pas faire confiance à la RDC parce que le Congo, pour ces institutions, était les lits de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Lorsqu'il entreprend des démarches pour reprendre ce partenariat, on lui dit, Monsieur Tshisekedi, nous sommes disposés à venir pourvu que tu garantisses la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ces institutions ont repris cette collaboration. Ça veut dire qu'elles ont réalisé qu'un pas a été marqué dans le cadre de cette bonne gouvernance-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, avant de détourner l'argent de l'État, tu peux regarder ta femme, regarder tes enfants et réfléchir 1000 fois. Aujourd'hui, quand vous allez même au ministère de l'Urbanisme Habitat, les recettes ont été quadruplées. Et le cas, il est presque le même. Et donc, vous réaliserez qu'il y a une dynamique et tout ça s'est réalisé quand c'est pendant la Covid qui a mis à genoux
toutes les économies du monde. Et donc, la population sait que Tshisekedi est venu réellement se battre pour elle. Je pense qu'elle attend impatiemment ces élections pour lui donner son deuxième mandat constitutionnel afin de l'aider ou de lui permettre à pouvoir achever cette démarche pour le bien-être social. Et donc, ce qui nous importe, nous, là je parle en tant que population, c'est que ces élections se tiennent en 2023. Est-ce que les élections auront aussi lieu bien sûr, parce que nous sentons déjà la chaleur avec Moïse Katumbi qui est dans la Chopo en train de, avec ses différents discours. C'est déjà la campagne, même le chef d'État a annoncé pour Mbujima, il regarde. Oui, en fait, chez nous, la pré-campagne a toujours battu son plein, ça c'est une certitude. Mais la campagne de Moïse Katumbi va au-delà de la dynamique de la campagne électorale. Parce que c'est un leader d'opinion qui, après son retour à la République, s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Moïse Katumbi garde encore l'intégralité de ses adeptes. Il y a ceux qui sont dans l'incertitude, qui ont rejoint les camps des indécis parce que politiquement, il a beaucoup de décisions à prendre. Et comme tout bon leader, acteur politique, il fallait remobiliser le troupe. Je crois qu'à mon humble avis, c'est ce que Fayoul également doit faire. Parce que je me rends compte d'une grossière erreur que les opposants font, c'est qu'ils essayent d'aller aux élections de 2023 tout en ayant les éléments de langage, tout en ayant les données, tout en comptant sur les efforts des élections de 2018. Les cartes sont redistribuées, les choses ont changé. Aujourd'hui, on avait 2 blocs lors des élections, 2 blocs solides, sans compter le FCC, c'est-à-dire des anciens membres de l'opposition. On avait Cash de l'autre côté et les autres de l'autre. Mais quand vous regardez cette cartographie, c'est-à-dire à part le Cash qui est resté ensemble avec l'UNC, en moins qu'on me dise le contraire. Mais de l'autre côté, il y a eu une sorte d'éclatement. C'est-à-dire que dans cet éclatement-là, en termes de sondage, vous vous rendez compte qu'il y a eu un certain partage, redistribution de cartes. Au lieu de pouvoir continuer à faire des discours d'ordre politique, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir retravailler les éléments de langage, c'est de pouvoir retravailler les objectifs d'ordre électoral, c'est de pouvoir retravailler, c'est-à-dire c'est pouvoir mobiliser la population, c'est pouvoir vendre autre chose que ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas venir me vendre un lambada alors qu'actuellement on porte le dongui. Ça ne passera pas. Et ça, ils doivent le comprendre. Heureusement que pour une fois, ils avaient compris, je leur ai dit, entre meeting et marche, je préfère un meeting parce qu'il est plus important de communier avec les gens. Il est plus important, le Congolais d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congolais d'autrefois de 2006, qui était un culte en matière électorale. Le Congolais d'aujourd'hui a quitté cette sphère-là de pouvoir vendre sa voix. La plupart des Congolais aujourd'hui ont quand même une certaine opinion sur la vie politique et ont un choix, surtout sur le plan présidentiel. Alors, si vous voulez espérer avoir le voix de ces gens-là, quoique étant qualifiés d'indécis, mais dans le fond, c'est des gens qui ont une certaine opinion. Il faut aller parler, échanger et convaincre. C'est ça la nouvelle donne. Et malheureusement, pas ramener les préoccupations de la population. Faut pas ramener ce que moi j'appelle le high kick comme on a l'habitude de le faire. Qu'on va faire. Non, la grande question, et surtout, croyez-moi, vous aurez nous derrière vous. Dans chaque mouvement de masse que vous allez faire, nous qui voulons l'amélioration de la qualité du débat public, on vous pose la question n'est pas ce que vous allez faire, la question c'est comment. C'est ça le plus important. C'est pas ils de dire non, Tokotiama et électricité, ne vous reposez pas sur les faiblesses, sur le besoin des Congolais. Ces Congolais-là ont compris parce qu'il y a eu toute une ribambelle de promesses. Maintenant, ce que le Congolais attend, c'est non seulement quelqu'un qui va faire, mais quelqu'un qui sait dire comment il va le faire. Et malheureusement, quand je suivis également son discours, de Moïse Katumbi, je me suis rendu compte qu'il est passé à côté de beaucoup de choses. Comment ça? Non, vous savez, je crois que les hommes politiques ont un sérieux problème. Ils doivent mettre dans leur sac des storytellers, des gens qui doivent leur apprendre comment parler à la masse. Je crois qu'ils n'ont pas encore intégré cet élément-là. Ils continuent à parler à la manière ancienne. Aujourd'hui, ces Congolais-là. Et c'est pourquoi vous vous rendez compte, suivez les discours, les meetings. Vous vous rendez compte qu'il y a un véritable échange. Les gens sont capables de réagir. Un peu comme les gens ont voulu faire des fake news sur la communication de la première dame Denise Yakeru quand il a parlé. Il a présenté quelqu'un, cette population-là a réagi instinctivement, non pas à elle, mais au directeur de la SNEL qui était là. Cette population-là n'est plus naïve. Et aujourd'hui, il faut apprendre à comment là-bas. Sinon, on va arriver aux élections, vous vous rendez compte qu'on risque de battre le record du taux faible des bulletins de vote. Le Congolais, il y a des Congolais qui préfèrent ne pas aller aux urnes
comme on en a connu extrêmement lors des élections de 2018. Et cette fois-ci, si on commet encore une grossière erreur, comme on est en train de le faire maintenant par les politiques, on risque d'avoir un taux d'abstention très élevé. Et ça sera mauvais pour nous. Et c'est pourquoi je dis, à mon humble avis, moi, son meeting-là, c'est vrai que c'est dans la dynamique, c'est nécessaire, il faut le faire, mais dans le fond, il y a encore beaucoup de choses à corriger, même dans la structuration, même dans les éléments de langage. C'est pas que Moïse Katumbi ne veut pas partager l'échec du gouvernement, parce qu'ils sont aussi dans le gouvernement, quand il dit que lui, il est dans l'opinion sacrée, mais il ne cautionne pas les bavures. Non, d'abord, avant de parler de son discours, j'aimerais ici joindre ma voix à celle de journalistes de Kisangani, dont j'ai vu la lettre la nuit dans les réseaux sociaux, réclamant leur paiement. Ils ont travaillé, invité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais s'ils sont parvenus à écrire pour réclamer, c'est qu'ils ont tous les signaux du monde qui ne seront pas pris en compte. Laissez-moi, Gisèle, laissez-moi quand même partager la peine. Nous sommes tous journalistes sur ce plateau, nous savons la peine que nous éprouvons lorsque nous allons couvrir un événement comme celui-là, où la rédaction attend le rapport, où tes confrères de la rédaction savent que Gisèle a été envoyée couvrir un meeting de M. Katumbi, et que tu reviennes leur développer tous les beaux discours du monde, ça ne passe pas. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'il s'agit là de quelqu'un qui prétend diriger le pays, alors que la Bible dit que c'est lui qui est fidèle dans beaucoup de choses, le sera certainement dans les grandes. Je suppose que si M. Katumbi pouvait quand même, pour ces petites choses-là, se comporter comme un homme qui a un cœur, ça sera une très bonne chose. J'aime la définition du discours tel que proposé par Patrick Charodeau. Il définit le discours comme étant une organisation transphrastique et une orientation. Lorsqu'on tient son discours, on prépare, on oriente l'opinion à adhérer à une idée, à adhérer à quelque chose, à suivre un chemin. Alors que pour le cas du discours de Kisangani, Gardi l'a dit, c'était un discours creux, c'était de la démagogie, c'était du mensonge, surtout pour quelqu'un qui a géré une province dont il est le seul milliardaire aujourd'hui, alors qu'il a fallu attendre Kiaboula et Kanfoua, s'il vous plaît, non, mais qui l'avait applaudi meilleur gouverneur? Ce sont ses copains du PPRD, et vous savez sur base de quoi les copains du PPRD s'applaudissent et s'attribuent les prix. Et donc aujourd'hui, quand vous allez au Katanga, vous verrez que Kiaboula et Kanfoua ont fait un travail important. Et en tant que journaliste, lorsque j'ai enquêté sur le Bombashi, on vous dit que lorsque vous voyez M. Katumbi réparer une route, sachez qu'il a un magasin sur la route ou une pharmacie, donc il ne fait rien pour rien. Pour revenir à son discours, il dit par exemple que... Il a appelé sa femme, Rama. Non, mais ça c'est... Tu vois la chance que nous avons... La chance que nous avons aujourd'hui, Gardi l'a dit, c'est que la population, elle est mature. La population sait réellement qui fait quoi. La population sait que Katumbi n'appelle pas les gens, n'achète pas les unités de 5 000 francs et de 10 000 francs comme nous. Laissez-moi y aller, laissez-moi y aller. On va pas prendre 100 000. Laissez-moi y aller quand même. On ne va pas quand même prendre 100 000. RAM prend combien de crédits? Et sur cette question des RAM, s'il vous plaît, sur cette question des RAM, nous avons aujourd'hui les institutions qui fonctionnent dans l'indépendance la plus totale. L'Assemblée nationale vous a dit qu'il faut stopper cette affaire-là. Ça veut dire qu'au niveau national ou au pays, la gouvernance transparente imprimée par le président Tshisekedi fait en sorte que chaque institution joue correctement son rôle. L'Assemblée nationale l'a dit, le Sénat l'a dit. Aujourd'hui, RAM, il faut revoir les choses. À la limite, il faut d'abord arrêter. Non, mais laissez quand même ces institutions qui vous rendent un bon service avancer avec les autres étapes. Les autres étapes ont été franchies, on a enquêté, on vous a dit non, il faut d'abord stopper le temps qu'on retrace l'argent. C'est même ça la transparence. Mais c'est de ça que je parle justement, c'est des choses qui ne se faisaient pas dans ce pays il y a quelques années. Aujourd'hui, chaque institution jouit de son indépendance la plus totale. Vous pensez réellement, comme j'ai suivi certains populistes vouloir le dire, que si le président Tshisekedi se reprochait de quelque chose, ou si nous étions dans une situation où tel pouvoir peut donner d'injonction à tel autre pouvoir, ces rapports-là de la commission pouvaient être lus, rendus publics.
Pourquoi ils sont sur la place publique? C'est parce que la gouvernance transparente est de mise dans ce pays. Et donc, j'ai vu les gens vouloir discuter autour des gens qui sont allés écouter M. Katumbi, mais vous et moi savons comment on mobilise dans ce pays. Est-ce que la population aujourd'hui... Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Quand vous suivez, je vais quand même finir, non, s'il vous plaît. Quand vous suivez les débats, malheureusement. Merci, malheureusement. À la prochaine. Hein. Merci, je vous en prie, madame. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision et auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.